Bonsoir à tous. On va commencer ce conseil municipal. Je vais commencer par l'appel nominal. Alors, Nadège qui va arriver, qui va nous rejoindre, aller au conseil d'administration du collège, elle ne devrait pas tarder à arriver. Patrick Antigny. Fabienne Pasquale qui a donné pouvoir à Séverine Place Hans. Dominique Baude. Sylvie Dufourc. Morgane Boutet qui a donné pouvoir à Nadège Dosba. Christiane Prévost. Éric Chauveton. Alain Bourguignon. Bernard Play. Marie-Christine Duluc. Françoise Velasco. Jean-Pierre Poumeiro. Hervé Georges. Pierre Brouste-Lefin. Carole Bonafou. Christian Limonta. Anne-Marie Morera. Franz Mougeot. Frédéric Arrojo. Vanessa Daniel qui a donné pouvoir à Carole Bonafou. Séverine Place Hans. Patrice Joubert qui a donné pouvoir à Graziella Clécheroux. Jean-Claude Saunier qui a donné pouvoir à Tristan Poc. Vincent Échouer. Graziella Clécheroux. Et Jean-Mathieu Lecoq. Parfait. Jean-Mathieu, tu as le bonheur d'être nommé secrétaire de séance. Je n'en doutais pas. Donc on va passer d'abord à l'approbation du procès-verbal de la séance du conseil municipal du 2 octobre 2023. Y a-t-il des modifications à y apporter? Oui. Mes chers collègues, je voterai en la circonstance contre le procès-verbal de la dernière séance en raison de l'incident survenu sur la délibération relative à la dénomination du poste de police municipale. Je ne reviendrai pas sur le fond, je me suis exprimé sur la page Facebook C'est l'avenir ensemble, mais j'ai un profond désaccord avec M. le maire sur le fait d'avoir abandonné en rase campagne le mot islamiste de la dite délibération. Je rappelle néanmoins qu'à peine avions-nous voté le texte le 2 octobre dernier, nous devions déplorer deux nouveaux attentats terroristes revendiqués au nom de l'État islamiste. Je vous demande pas je vais vous rappeler la règle de l'approbation du Conseil. Est-ce que vous proposez une modification? Alors, vous en venez à la modification parce qu'on ne fait pas une délibération sur ça. Je vous rappelle la règle. La règle, c'est est-ce que vous avez une modification? Oui ou non? Moi, je vais vous dire quand même une chose, un point du règlement. Donc, si vous me laissez m'exprimer. Donc, je termine quand même. Ça prend quelques minutes. Donc, je disais donc le 2 octobre dernier que nous devions déplorer deux nouveaux attentats, donc revendiqués au nom d'État islamiste, qui ont fait de nouvelles victimes ici en France, à Arras, sur la personne d'un innocent professeur de français, et en Belgique, à Bruxelles. Ce n'est donc pas une question de sémantique, comme certains esprits chagrins souhaiteraient bêtement le penser, mais bien plus gravement une question fondamentale d'ordre civilisationnel. Mais mon avis personnel sur ce sujet d'une extrême gravité n'a rien à voir dans le fond, ici, avec l'adhésion ou non de ce procès verbal. En revanche, ce qui motive mon avis défavorable, c'est bien la manière peu réglementaire que vous avez suivie pour extraire le mot islamiste, qualificatif repoussant et discriminatoire pour vous et vos élus, de la délibération partie au contrôle de l'égalité telle que nous l'avions reçue. En effet, même si dans la lecture, vous avez bien omis volontairement le mot incriminé, vous l'avez fait sans solliciter l'avis des élus présents, alors que vous auriez dû faire voter cette délibération en deux temps. Demander dans un premier temps un vote préalable sur la suppression du mot islamiste, puis ensuite seulement le vote sur la délibération éventuellement amendée. Il ne vous est pas venu à l'esprit que des élus de votre propre majorité auraient pu avoir sur le sujet un avis propre qui pourrait se démarquer du vôtre. Juste un truc, je vais revenir à ce que j'ai dit. Vous proposez encore une fois, donc on va arrêter le débat maintenant, vous allez voter contre, pas de problème. Le débat, il ne porte pas là-dessus. Vous avez une modification? Non. Vos interventions, elles ont été intégrées aux choses. Vous n'avez pas à vous répéter sur votre... Vous l'avez bien saisi, c'est uniquement que vous auriez dû... Mais j'aurais dû, je fais ce que je veux quand même. Je ne vais pas vous demander votre avis sur ce que j'ai besoin de faire. C'est pas mon avis. Aujourd'hui, c'est votre avis. Monsieur Poc, c'est votre avis aujourd'hui. Moi, quand j'ai lu la délibération qui avait été vérifiée par d'autres, moi je l'ai lu différemment. Les élus ici, je me suis exprimé sur le fait que j'enlevais islamiste. Les élus ici sont assez grands et vous le savez ici, quand ils ont un désaccord, ils peuvent les mettre, ce qui n'était pas toujours le cas, mais en tous les cas, là c'est le cas. Ils ne l'ont pas fait. La délibération, elle a été votée en l'état.
je ne vois pas ce en quoi il y a besoin de remettre le Je couvert. disais simplement que vous auriez dû donc faire non, voter je n'aurais pas dû. C'est bien là mon désaccord avec vous. Je ne parle même plus du fond. Voilà. Ce que je vous dis, c'est que je n'aurais pas dû. Je l'ai modifié en séance parce qu'il y a des choses, ce document-là, il avait quand même été préparé d'abord par les services et j'étais pas forcément, on l'a lu comme ça, je pense que vous vous êtes exprimé, d'autres se sont exprimés, on ne va pas revenir sur le sujet. On n'est pas d'accord et on ne sera jamais d'accord. Donc voilà, il a été proposé comme ça, les élus ils se sont tous exprimés ici. Je pense que si aujourd'hui il y en a d'autres qui voudraient s'exprimer, ils pourraient le dire aussi, c'est pas moi qui l'ai enlevé, tout le monde l'a voté comme ça. Maintenant, d'accord, pas d'accord, est-ce que vous avez des modifications à faire sur le PV et le compte rendu? Donc voilà, donc le débat est clos, donc je mets aux voix. Voilà. Y a-t-il d'autres modifications à apporter? Enfin, y a-t-il des modifications à apporter? C'est la dernière fois, par contre, la prochaine fois, il n'y aura pas d'intervention. Hein. C'est soit il y a une modification, soit il n'y en a pas. Je mets aux voix, y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Décision prise en application de l'article L2122-22 du Code général des collectivités territoriales. Décision numéro 2023-66, visa préfectoral du 5 octobre 2023, convention de partenariat 433 avec le département de la Gironde. Décision numéro 2023-67, visa préfectoral du 11 octobre 2023, convention de mise à disposition de locaux entre la commune de Salles et la Caisse d'assurance retraite et de santé au travail CARSAT. Décision numéro 2023-68, visa préfectoral du 24 octobre 2023, signature d'une convention avec l'organisme de formation BAFA Aroeven pour la mise à disposition de moyens et de locaux dans le cadre de l'organisation d'un stage BAFA qualification sur une baignade du 21 au 28 octobre. Les décisions ont été affichées et sont jointes au dossier du conseil municipal. En communication autrement, le prochain conseil municipal aura lieu le lundi 4 décembre 2023. Hein? Oui, je vais faire tourner. Alors, je vous propose de passer à la première délibération, d'ailleurs qui n'est pas une délibération, qui est une motion d'opposition à l'application de la taxe additionnelle régionale de séjour pour financer la ligne LGV Bordeaux-Toulouse. J'en serai le rapporteur. Le 2 juillet 2017, le président Emmanuel Macron déclarait qu'il était nécessaire d'abandonner les projets de nouvelles lignes pour concentrer les efforts sur les transports du quotidien. En 2021, son Premier ministre de l'époque, Jean Castex, remettait à l'ordre du jour plusieurs lignes à grande vitesse, dont celle entre Bordeaux, Toulouse et Dax, qu'on pouvait espérer définitivement abandonner. Ce projet, imaginé il y a 30 ans dans un contexte environnemental, économique et financier très différent, avait reçu un avis négatif de tous les commissaires enquêteurs. Par une motion votée à l'unanimité lors du conseil municipal dans sa séance du 27 février 2023, les élus se sont prononcés contre la réalisation de la ligne à grande vitesse Bordeaux-Toulouse-Dax. Compte tenu du coût exorbitant des travaux, l'État, qui soutient le projet, est à la recherche de financement. Pour cela, une première taxe, la taxe spéciale d'équipement, a été mise en place. Cette taxe que nos concitoyens découvrent cette année est imputable à tout le foncier bâti situé à 1 heure de la gare la plus proche. Pour compléter le financement, l'État a ajouté une autre taxe encore plus insidieuse, la taxe additionnelle régionale de séjour. La taxe de séjour a été mise en place sur notre commune par délibération 2003-06-14 du 5 juin 2003, modifiée par délibération numéro 2018-07-2 du 10 juillet 2018 et a pour vocation d'améliorer l'accueil touristique de notre territoire. Cette taxe est due par les touristes à raison de leur hébergement, en raison de leur hébergement dans un hôtel, une chambre d'hôte, un camping, un gîte ou encore un village de vacances. Dans le cadre du projet de LGV, et à partir de janvier 2024, cette taxe doit être augmentée de 34%. Elle sera perçue par la commune, qui devra la reverser à l'État, devenant ainsi le collecteur d'un impôt indirect de l'État. La manière employée est également contestable, car au lieu de mettre en place une taxe directe,
l'État l'a rajoutée dans une taxe existante et l'a votée un 30 décembre pour passer inaperçue. Elle est également particulièrement injuste car elle s'applique aux collectivités qui ont mis en place la taxe de séjour et les oblige à délibérer pour augmenter leurs tarifs afin d'intégrer cette surtaxe. Donc, considérant l'exposé ci-dessus, enfin cité supra, et après en avoir débattu, il est proposé au Conseil municipal de s'opposer à toute délibération qui devrait être imposée pour augmenter la taxe de séjour de 34% et à collecter pour le compte de l'État cette surtaxe. De déclarer que la commune ne reversera pas le montant de cette taxe additionnelle si celle-ci devait nous être imposée, laissant à l'État le soin de la prélever elle-même. Voilà, et je mets au débat. Qui veut prendre la parole? Allez-y. Outre la question qui se pose sur le bien fondé ou non de cette ligne qui peut apparaître, il est vrai, excessivement coûteuse, ne ferait gagner que très peu de temps et serait consommatrice d'espace, c'est bien la problématique du financement qui soulève le vif mécontentement avec la création de nouvelles taxes reposant sur les propriétaires de plus de 2400 communes de la région. Cette mesure fiscale votée par les députés de la majorité présidentielle, que les maires ont découverte incidemment en début d'année après la publication au journal officiel de la loi de finances pour 2023, sans que l'Association des maires de France n'eût été informée non plus, est indécente et scandaleuse. Quand on sait que la France est avec 483 impôts et taxes championne du monde de la fiscalité, ce nouveau fardeau exaspère encore un peu plus nos concitoyens. Cette approche systémique qu'ont nos représentants politiques biberonnés à la dépense publique de créer une nouvelle taxe ou un nouvel impôt chaque fois que surgit un problème de financement est insupportable. Comme à l'accoutumée, nos concitoyens, pire ici, une partie seulement de ceux qui met à mal le principe pourtant universel de l'égalité de tous devant l'impôt, sont une variable d'ajustement. Comprendre des vaches à traire. Lorsque les pouvoirs publics ont besoin d'argent, halte au matraquage fiscal. D'autant qu'avec cette disposition injuste, que pour ma part je considère même cynique, ce sont les familles qui vont trinquer. L'État régalien s'est au fil du temps effacé devant l'État-providence et nous voyons bien aujourd'hui combien ce changement de paradigme appauvrit et affaiblit notre pays qui se retrouve avec des universités, des hôpitaux, des tribunaux, des commissariats, des routes, etc., dans un état de délabrement indigne de notre puissance mondiale. Et il devrait être de la responsabilité de l'État de construire de nouvelles infrastructures de transport, comme ce fut le cas jusqu'à une période encore récente. En tout état de cause, gageons que cette motion sera votée à l'unanimité dans les 17 communes du pays, bassin d'Arcachon-Val de l'Air, pour peser de tout son poids en vue d'infléchir, il est permis de rêver, la décision inacceptable du gouvernement. Il y a d'autres observations? Non, alors moi, j'ai pas. Enfin, moi, l'idée, enfin, dans l'histoire de cette taxe, après, chacun a ses idées sur la ligne à grande vitesse. Hein. On s'est déjà exprimé sur le sujet autour de cette table. L'État a mis en place une taxe spéciale d'équipement. L'État a été, enfin, le gouvernement aujourd'hui, il est issu d'un vote majoritaire, qu'on veuille ou qu'on veuille pas. Hein, il a été. Le président Emmanuel Macron, il a été élu, une majorité ou une minorité a été élue, mais qui permet de gouverner aujourd'hui, ou qui gouverne aujourd'hui, qu'ils aient décidé du maintien de la ligne LGV et d'assurer son financement par une taxe spéciale d'équipement, même si moi j'y étais opposé. Ils sont majoritaires et ils font comme ils veulent, et je ne vais pas leur contester ce droit. La proposition de cette motion, elle n'est pas tant sur cette taxe, qu'on soit d'accord ou pas d'accord, elle s'impose à nous, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. C'est plutôt sur la taxe spéciale, sur la taxe additionnelle à la taxe de séjour. Où là, moi, ce qui me pose souci, c'est que l'État décide d'une taxe, mais qu'il impose sur des taxes qui dépendent de notre responsabilité et de notre volonté, et qu'on soit obligé de délibérer pour augmenter une taxe qu'on n'a pas souhaitée. Alors là, par contre, Là, je suis plus du tout d'accord. C'est pour ça que, sur le principe, je ne vais pas vous dire, hein, on peut voter la motion. Si on doit la voter, elle arrivera autour de cette table parce que le préfet nous l'imposera. Vraisemblablement, d'ailleurs. Sauf que je préfère présenter une délibération imposée par le préfet
qui fera ce qu'il veut si après tout le monde vote contre. Mais j'attends de voir quand même qu'on nous impose une délibération communale, parce que c'est une délibération communale qui doit fixer le taux de la taxe. Et le taux de la taxe, je ne vois pas pourquoi je mettrais 34% ou on mettrait 34% d'augmentation à une taxe qui doit servir à améliorer l'accueil de tourisme sur notre territoire pour financer un projet qui nous rapportera rien du tout. Donc moi, c'est plus sur le principe de dire, c'est l'Assemblée communale qui est délibérante sur le sujet de la taxe de séjour. Donc que l'État délibère pour nous dire, vous devez augmenter une taxe, je ne vois pas comment on peut faire dans la mesure où c'est nous qui sommes souverains. Sur ce principe-là, je ne vois pas bien comment cette loi-là, même si elle a été votée par la loi de finances, vous l'avez rappelé, peut s'imposer à nous dans la mesure où si on n'est pas d'accord pour la voter. Donc moi, non seulement je propose de ne pas la mettre du tout à l'ordre du jour, on va laisser venir le préfet, on verra bien ce qu'il dira à la réception de cette motion, et puis s'il ne voit pas la délibération passer, parce qu'il y a déjà des communes qui ont délibéré pour l'augmenter de 34% quand même. Et puis après, au-delà de ça, elle est très injuste, parce que regardez sur le territoire, vous avez des communes qui n'ont pas de taxe de séjour. Donc eux, ils ne vont rien augmenter du tout, et ils ne reverseront rien à l'État. Donc en plus, c'est une taxe qui est injuste aussi sur le territoire. C'est-à-dire qu'elle n'est même pas égalitaire en termes de territoire. Donc franchement, c'est pas, je ne pense pas qu'on puisse accepter ça. Maintenant, je ne doute pas que l'État nous l'imposera, et je ne doute pas non plus qu'ils la collecteront. Moi, par contre, je ne signerai aucun mandat et je ne présenterai aucune délibération au nom du conseil municipal. Si une délibération, elle doit être posée, elle sera proposée par le préfet. Et ensuite, l'argent, je ne signerai pas de mandat. Et dans ces cas-là, l'argent viendra la chercher sur notre compte par prélèvement automatique. Je ne doute pas qu'il le fera non plus. Mais ce qui n'empêche que, sur le principe, je ne vois pas pourquoi nous, communes, on serait obligés de délibérer sur une taxe qu'on n'a pas choisi de modifier. Voilà. C'était vraiment dans cet esprit-là. C'est pas. Alors la taxe spéciale d'équipement, on est pour, on est contre. Moi, je suis particulièrement contre aussi, surtout que vu ce que ça va rapporter. Et quand on sait comment nous, on est desservis par les transports du quotidien, je pense que les milliards d'euros qui vont être mis sur la ligne LGV, on les mettrait sur notre territoire pour développer les axes qui nous ramènent, qui nous rabattent sur les gares de Marcheprime ou de Biganos. On pourrait certainement avoir un meilleur service de la part de la région si on consacrait cet argent au transport du quotidien. Voilà, on n'améliorera pas forcément le TER parce qu'il est déjà très cadencé sur Arcachon-Bordeaux, mais si nous, on améliorait nos routes, enfin, les villages et nos villages vers les lieux de mobilité, ce serait déjà un grand pas en avant, mais ça n'a pas l'air d'être à l'ordre du jour de la région, puisque même avec le plan de mobilité de la Coban, qui sont en train de voter en ce moment, donc qui donne une compétence transport depuis Mios, puisque Mios étant dans la Coban, ça veut dire que nous, la ligne 610 est remise un peu en cause pour desservir la partie gare de Biganos, puisque la Coban dit, nous, on va payer nos schémas de transport, je ne vois pas pourquoi on paierait le 610, puisque nous, on va déjà avoir nos lignes de transport. Donc le 610, s'il reste que sur notre territoire, la rentabilité est loin d'être assurée. Et comme la région recherche une rentabilité, on voit bien l'effet que ça risque d'avoir sur la ligne 610. C'est pour ça que j'ai demandé aussi au nouveau directeur général de la communauté de communes de travailler, puisque là aujourd'hui il y a des maires, alors ça va être énormément abordé au Congrès des maires de France au niveau des plans de mobilité, puisque vous savez qu'au début de ce mandat, on a été amené à prendre une délibération pour dire si on voulait prendre la compétence transport ou si on ne la voulait pas, il fallait qu'on délibère dans les 3 mois ou 4 mois après l'élection. Donc sur la communauté de communes, on n'avait pas des réponses sur le transport scolaire, on n'avait pas des réponses sur tout ça. On a choisi de ne pas la prendre, la compétence, que autant les agglos l'ont automatiquement, autant nous, on ne l'avait pas en communauté de communes. Demain, il est possible qu'on retravaille, et c'est un peu le sens du congrès des maires, de dire que est-ce que les communes ne pourraient pas faire marche arrière, au moins sur la partie transport du quotidien, sans parler du transport scolaire. Voilà, donc ça va faire partie des pistes de travail que la communauté de communes va avoir pour travailler la mobilité de notre territoire à l'intérieur de notre territoire et vers les points de mobilité pour les cadencer avec les trains Arcachon-Bordeaux. Parce que si déjà on pouvait éviter tous les flux pendulaires des véhicules qui partent sur Biganos ou sur Marcheprime pour rejoindre Bordeaux ou Arcachon, je pense qu'on y gagnerait déjà beaucoup en développement durable. Voilà, est-ce que vous avez d'autres observations? Non. Donc je mets aux voix cette motion. Y a-t-il des oppositions?
Des abstentions? Je vous remercie pour cette unanimité. Alors, délibération numéro 2023-74, constitution et composition des commissions municipales, abrogation des délibérations du conseil municipal numéro 2023-1, 2022-106, 2022-90, 2022-48, 2022-15, 2021-54, 2020-12-02, 2020-11-6, 2020-9-4, 2020-7-3-4. Et je laisse la parole à Sylvie. Vu la délibération numéro 2023-01 en date du 27 février 2023 portant constitution et composition des commissions municipales et modifiant les délibérations numéro 2022-106, numéro 2022-90, numéro 2022-48, numéro 2022-15, numéro 2021-54, numéro 2020-12-02, numéro 2020-11-06, numéro 2020-9-04 et numéro 2020-7-3-04. En raison de la démission de Florence Pereira, conseillère municipale, il convient de procéder à son remplacement au sein des commissions municipales. Considérant l'installation de Christian Limonta, actée par délibération numéro 2023-54 du 2 octobre 2023, il s'agira de procéder à sa nomination au sein des commissions municipales. Après en avoir délibéré, il est proposé au conseil municipal de décider de la composition des commissions municipales annexées à la présente délibération et d'abroger les délibérations. Vous voulez que je vous relise tous les numéros ou c'est bon? Ouais. Après, je peux vous donner la composition des commissions, au moins celle où va être, voilà, où va apparaître Christian Limonta, donc la commission finance-budget et la commission festivité, communication et commerce. Voilà. Avez-vous des questions? Pas de questions. Je mets aux voix. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Délibération numéro 2023-75, modification provisoire du lieu de réunion des séances des conseils municipaux. Et je laisse la parole à Eric. Considérons que par délibération numéro 2020-7-3-02 du 16 juillet 2020, le conseil municipal a fixé à titre définitif son lieu de réunion à la salle des fêtes du bourg. Le conseil peut se réunir et délibérer à titre provisoire dans un autre lieu situé sur le territoire de la commune, dès lors que ce lieu ne contrevient pas au principe de neutralité, qu'il offre les conditions d'accessibilité et de sécurité nécessaires et qu'il permet d'assurer la publicité des séances. La salle des fêtes du bourg ne permet pas d'assurer l'accueil du public en raison des travaux de réhabilitation. Ainsi, il est proposé au conseil municipal de se réunir à partir du 1er février 2024 dans la salle des fêtes de Lavignole, disposant de plusieurs sorties de secours. Ce lieu ne contrevient pas au principe de neutralité, il offre les conditions d'accessibilité et de sécurité nécessaires et il permet d'assurer la publicité des séances. Après en avoir délibéré, il est proposé au conseil municipal de modifier le lieu de réunion du conseil municipal à titre provisoire à la salle des fêtes de Lavignole, située 146 route de Compostelle, 33 770 salles, le temps des travaux de réhabilitation de la salle des fêtes du bourg. De dire que l'information relative au changement de lieu définitif sera relayée sur les différents supports de communication de la commune. Avez-vous des questions? Non. Je mets donc aux voix. Alors l'autre intérêt, c'est que la salle des fêtes de Lavignole est équipée aussi en termes Internet du haut débit, donc ça permettra d'assurer la publication des séances. Donc y a-t-il des oppositions? Ah pardon. Oui, les travaux débuteront quand et l'achèvement est prévu vers... Tout début d'année, et les travaux sont prévus tout début d'année, on va dire dans le courant du mois de janvier, entre les installations de chantier et le reste. Donc on fera les dernières réunions, je pense, celle de janvier, on arrivera à la faire. Après, ce sera compliqué, parce qu'en février, on tapera vraiment dans le dur. Donc voilà. Donc de février, et a priori, les durées des travaux, c'est au moins 12 mois.
Au moins 12 12 mois, ouais. Au D'accord. moins un an. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Alors, délibération numéro 2023-76, concours décoration de Noël, et je laisse la parole à Jean-Pierre. Vu la tenue de la commission urbanisme et sécurité le 20 septembre 2023, dans le cadre des fêtes de fin d'année, la commune de Salles et le Conseil des sages souhaitent organiser un concours sur le thème des décorations de Noël respectueuses de l'environnement. Ce concours encourage et récompense les actions menées par les habitants en faveur de l'animation et l'embellissement de la ville, des habitations et des commerces pendant les fêtes de fin d'année. Le concours des décorations de Noël est gratuit, ouvert aux foyers et commerçants de la commune de Salles, sauf exception visée à l'article 1er du règlement intérieur, sur la base des critères de section suivants. Décoration travaillée, présence de l'esprit de Noël, harmonie, originalité, note personnelle du jury et les efforts en matière de développement durable et d'économie d'énergie. Les inscriptions seront possibles à partir du 15 novembre jusqu'au 20 décembre. Et les bulletins d'inscription et le règlement de ce concours seront disponibles à l'accueil de la mairie, du CCAS et sur le site internet de la ville. Les décorations seront évaluées lors d'un passage d'un jury entre le 21 et le 31 décembre. Les résultats et les prix seront annoncés lors de la cérémonie des vœux du maire. Le jury est composé d'un agent des services techniques de la commune, d'une personne de la société civile, d'un élu du conseil municipal de la vie des jeunes, de 3 membres du conseil des sages et de 2 élus du conseil municipal, comprenant un élu de la majorité et un élu choisi au sein des groupes n'appartenant pas à la majorité municipale. Le concours comporte 4 catégories. Catégorie 1, maison décorée avec ou sans jardin. Catégorie 2, fenêtres et ou balcons décorés pour les appartements. Catégorie 3, commerce. Et catégorie 4, quartier. Note d'ensemble. Précision, un ratio nombre d'habitants, nombre d'inscriptions sera établi. La définition géographique des quartiers est celle retenue pour les conseils de quartier. Il sera proposé au conseil municipal de valider le projet du règlement du concours si annexé avant le lancement d'opération et de désigner les élus qui siégeront au sein du jury. Après avoir délibéré, il est proposé au conseil municipal d'approuver le lancement du concours annuel des décorations de Noël dans des conditions fixées par le dit règlement, de valider le règlement du concours des décorations de Noël si annexé, d'organiser le vote à main levée pour désigner les conseillers municipaux au sein du jury en application de l'article L.2121-21 du Code général des collectivités territoriales, de désigner M. Jean-Pierre Poumaïro pour la majorité et par rotation annuelle, soit M. Patrice Joubert, n'appartenant pas à la majorité municipale, en qualité de juré. Observations. Oui. Est-ce qu'on peut en savoir le coût? Comment? Peut-on en savoir le coût de cette des décorations? Du Conseil des sages sur c'est la même chose à peu près que les jardins fleuris à peu près, donc ça doit être c'est les lots globalement. Il n'y a pas de, ça doit être ça doit être un peu plus que ça. Les récompenses concerneront au niveau des prix uniquement en déboursé. Ça va coûter les 2 flammes qui seront une pour les commerces et l'autre pour les quartiers. En ce qui concerne les autres pour les maisons et les appartements, c'est que des dons. Ah. Voilà. Il y a des dons des jardineries aussi avec qui on travaille. Oui. Moi, je pensais que toujours cette histoire d'inscription, c'est dommage. Il faudrait que ce soit spontané, que les élus ils aillent faire le tour ou l'équipe qui juge, et sans obliger les gens à toujours faire ces inscriptions, ces dossiers. Il n'y a pas l'esprit festif, quoi. C'est un concours. En tous les cas, la réflexion est intéressante et certainement à creuser. Alors, c'est vrai que le système d'inscription c'est plus simple.
Mais l'idée, je pense que l'idée, alors pour cette année c'est un peu tard, mais je pense que pour l'année prochaine, l'idée est à retenir, parce que les élus fassent des tours des quartiers comme ça, et puis parce qu'il y a des gens qui ne vont pas s'inscrire et qui vont quand même fleurir à leur balcon, d'arriver à faire ça, je trouve que c'est même plutôt une bonne idée, quoi. L'astreinte. Respect du règlement si tu n'es pas inscrit. Oui. Respecter le règlement quand on n'est pas inscrit. Ouais. Non, mais c'est pour ça il faut penser. Je pense qu'il faut revoir le principe. Mais je sais que par exemple les jardins fleuris, ça se fait souvent, ça se fait dans certains villages sans inscription, où les gens passent et puis finalement les gens vont recevoir des prix en fonction. Ça existe déjà. Donc alors après, ça oblige à dire sur quoi on juge. Alors c'est des critères qui vont être mis en place ou autre chose. Mais disons que c'est en tous les cas c'est une idée qui me semble intéressante à creuser pour l'année prochaine. Voilà, alors le fait est, ça veut dire que si on fait ça, il n'y a plus de règlement possible. On met en place une décoration, il y a un tour d'un groupe de travail, ça pourrait être les responsables des comités de quartier avec des élus qui font le tour autre chose, mais ça demande des conseils de quartier, pardon, excusez-moi, des comités de quartier, voilà, mais qu'on puisse arriver à travailler ça pour l'année prochaine. Je pense qu'en tous les cas, c'est une idée à creuser. Je vous invite, de toute façon, vous faites partie, non, c'est Patrice qui fait partie de la commission, peut-être, voilà, de remonter, mais qu'on travaille dessus, je pense que c'est une idée en tous les temps intéressante à creuser, et puis avoir on va dire les forces et les faiblesses de chaque proposition et de voir comment on peut le mettre en place. Mais en tous les cas, on se donne une petite année de travail, et puis de faire le bilan de ça, mais à ce bilan-là, de travailler sur le sujet. Alors comme c'est Jean-Pierre qui est en charge de ce sujet-là, il a l'information directe pour l'année prochaine. Voilà, y a-t-il des oppositions ? Des abstentions? Je vous remercie. Modification, alors délibération numéro 2023-77, modification des statuts de la communauté de communes du Val de Leyre. Et je passe la parole à Nadège. Alors, vu l'arrêté préfectoral portant modification des statuts de la communauté de communes du Val de Leyre, vu la délibération numéro 2023-10-18 du 4 octobre 2023 du Conseil communautaire portant approbation de la compétence et modification des statuts pour la création d'un centre socioculturel, par délibération du 4 octobre 2023, la communauté de communes du Val de Leyre a approuvé la modification de ces statuts portant sur l'intégration de la compétence création et fonctionnement d'un centre social et culturel à l'échelle du Val de Leyre. En vertu des dispositions de l'article L. 5211-17 du CGCT, le conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de 3 mois pour se prononcer sur le transfert par la modification statutaire proposée. À l'issue de cette procédure, l'extension des statuts de la communauté de communes sera validée par arrêté préfectoral. Après en avoir délibéré, il est donc proposé au conseil municipal d'approuver la modification statutaire mentionnée ci-dessus de la communauté des communes du Val de Leyre et les nouveaux statuts en résultant dont le projet figure en annexe de la présente délibération et d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer tout acte et document tendant à rendre effective cette décision. Voilà, vous avez donc eu l'extrait des compétences optionnelles de la communauté de communes avec le rajout à l'action sociale d'intérêt communautaire, la création et le fonctionnement d'un centre socioculturel. Avez-vous des questions? Non. Je mets aux voix. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Décision numéro 2023-78, décision modificative numéro 2 du budget 2023. Je laisse la parole à nouveau à Nadège, qui la conserve du moins. Vu la délibération numéro 2023-20 du 3 avril 2023, adoptant le budget primitif 2023 de la commune, vu la tenue de la commission municipale finance-budget le 25 octobre 2023, il est nécessaire de procéder à des ajustements de crédit en section de fonctionnement et d'investissement. Et donc, en avoir délibéré, le conseil municipal inscrit au budget 2023 de la commune les crédits présentés sur le tableau annexé à la présente délibération, qui s'équilibrent par section au chiffre suivant. Donc, en section de fonctionnement, 262 742 € et en section d'investissement, 114 216,97 €. Et d'approuver donc la décision modificative numéro 2 du budget communal telle que jointe à la présente. Et vous avez donc le tableau en annexe. Avez-vous des questions? Allez-y. Je ne m'étendrai pas sur cette seconde décision modificative car, je le rappelle, le seul juge de paix qui permet d'avoir le recul suffisant
pour faire une analyse financière sérieuse, c'est le compte administratif, et il serait vain et inutile de rentrer ici dans le détail. Ceci étant, je voudrais faire néanmoins 2 remarques. En premier lieu, il ressort que la masse salariale grossit à vue d'œil de plus de 135 000 euros. Si l'on se fie à la première inscription au BP, avec l'augmentation du jour, on double la mise. En commission, il nous a été précisé que ce nouvel abondement était dû essentiellement au remplacement pour arrêt maladie. Or, l'analyse de l'absentéisme, qu'elle concerne le secteur privé comme le secteur public, montre que s'il est pour une partie dû aux problématiques médicales, il relève aussi et parfois surtout pour une grande partie de problématiques organisationnelles et managériales, mettant en lumière le manque d'épanouissement et le manque de motivation au travail. Et les nombreux départs qui se sont succédés ces 2 dernières années sont aussi un indicateur fort de cette démobilisation. Tout cela a naturellement un coût dont on mesure encore aujourd'hui l'étendue. En second lieu, je voudrais très simplement faire observer que nos élus insistent en général, très lourdement sur les augmentations consécutives à la forte inflation des prix qui viennent gonfler les lignes des dépenses de fonctionnement pour justifier d'éventuels dérapages ou une épargne nette en baisse. Mais quand l'État met la main à la pâte et fait un beau cadeau aux collectivités pour amoindrir le mal, il serait malhonnête de ne pas le souligner. C'est le cas du filet de sécurité lié à l'inflation versé par l'État pour aider les collectivités à régler leurs factures d'énergie, ainsi que la hausse du point d'indice des fonctionnaires. Ainsi, dans la partie recettes, ce n'est pas moins d'une somme de 169 000 euros qui vient abonder les recettes de la ville, dont notre commune avait déjà, l'année passée, reçu un acompte pour moitié. L'État obèse a beaucoup dépensé ces 3 dernières années, à coups de chèques en blanc, à profusion, sans nul doute infiniment trop, et la Cour des comptes vient de sonner l'alarme. Le retour de bâton sera certainement intense et compliqué pour les collectivités qui seront mises à la diète dans les années qui suivent. Attention donc à ne pas se mettre dans le rouge en matière de dépenses. Donc effectivement, je vais répéter ce que j'ai dit en commission. L'augmentation de la masse salariale et en tout cas son abondement à hauteur de 120 000 euros. Après l'analyse qu'on a fait donc, de l'utilisation de la masse salariale depuis l'exécution du budget au 1er janvier, c'est effectivement des arrêts maladie que nous n'avions pas prévus au moment du budget. Et je peux vous assurer que ce ne sont pas des gens qui se sont mis en maladie parce qu'ils étaient maltraités sur la commune ou quoi que ce soit. Ils ont eu des maladies, certains des maladies dues parfois à leur profession, effectivement, ça peut arriver. Parce qu'il y a parfois des postures qui génèrent des douleurs aux épaules, au dos, etc. et qui obligent nos agents à se mettre en arrêt maladie. Et c'est vrai que oui, il a fallu rajouter 120 000 euros à la masse salariale parce qu'on n'a pas souhaité, quand il y avait des agents en arrêt maladie, laisser les services démunis et on a préféré prendre des contractuels. Et donc nous avons dû les rémunérer, d'où cette augmentation. Voilà. Quant au filet inflation, effectivement, on avait été prudent, on ne l'avait pas inscrit au budget, puisqu'on avait su l'année dernière qu'on obtiendrait probablement 280 000 euros. On avait demandé un peu moins de la moitié. En tout cas, non, la prévision qui était faite, ce n'était pas 280 000, c'était 222 000. C'est pour ça qu'on avait eu 111 000, je crois, de mémoire. Et là, effectivement, c'est 280 000 qui nous sont attribués. Donc la différence, 169 000, qui effectivement est une bonne nouvelle. Vous le dites, effectivement, c'est un crédit supplémentaire qu'on avait préféré ne pas inscrire par prudence. Eh bien, on nous en a pris parce que certaines communes qui l'avaient inscrit ou qui avaient demandé l'année dernière une partie du filet inflation doivent maintenant la rembourser, puisqu'il semblerait d'un exercice à l'autre, les conditions d'attribution aient changé, ou en tout cas les éléments qui venaient à être pris en compte pour bénéficier de ce filet n'étaient pas forcément les mêmes et seront encore moins les mêmes en 2023, ce qui fait qu'en 2023, je pense que nous n'y aurons pas droit. Voilà. Moi, là, je vais pas revenir sur la partie budgétaire. Nadège a très bien répondu juste, puisqu'il y a eu une petite allusion sur le nombreux départs d'agents et en les liant à peut-être un problème de maltraitance. Je dirais juste que je ne vais pas contester qu'il y a des agents qui sont partis, assez nombreux d'ailleurs, tous avec des raisons qui sont tout à fait admissibles, notamment pour 90% d'entre eux, des rapprochements de domicile. On travaille à Salles et on habite à Bazas. Si on trouve un boulot à Bazas, en plus mieux payé, on va aller à Bazas. Quand on habite Bordeaux et qu'on trouve un travail à Bordeaux, on se rapproche de Bordeaux. Quand on habite à Bègles et qu'on vient à Salles tous les jours et qu'on met 1h30 de transport le matin, 1h30 de transport le soir,
et qu'on trouve un boulot à 10 minutes de chez soi, on voit là-bas. Donc c'est pas par maltraitance. Et moi, ce qui me rassure quelque part, c'est que, à la différence d'il y a quelques années, aucun des agents qui sont partis n'a déposé plainte contre moi pour harcèlement moral. Voilà. Et je pense que ça, c'est déjà un point positif. Et pour tous ces agents, à part une à laquelle j'ai pas pu aller, j'ai tous été invités à leur pot de départ. Ce qui était quand même aussi un signe que la maltraitance n'est peut-être pas si énorme qu'on voudrait bien le laisser penser, en imaginant que les départs des agents sont dus à autre chose que des raisons personnelles. Voilà. Allez-y, monsieur. Est-il possible d'avoir des éléments d'éclairage sur l'absentéisme? C'est combien de jours par an, par agent? Là, je n'ai pas les chiffres, mais les services RH est en train d'établir le bilan social. Et donc, vous aurez tous ces éléments qui seront présentés peut-être au prochain conseil. Fanny, tu penses? Oui, probablement au conseil de décembre. Hein. Au pire, début d'année, quand on aura tous les éléments. Voilà. Après, malheureusement, c'est aussi un mal qui n'est pas lié qu'aux collectivités. Hein. Donc, voilà. D'autres interventions? Non, je mets aux voix. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Des oppositions? Des oppositions ou des abstentions? 5 oppositions. 5 oppositions. Je vous remercie. Délibération numéro 2023-79, cotisation, participation et contingent pour l'année 2023, modification de la délibération numéro 2023-23 du 3 avril 2023. Je laisse la parole à Alain. Le conseil municipal, vu la tenue de la commission municipale finance-budget le 25 octobre 2023, le vote des cotisations, participations et contingents proposés au budget 2023 et présentés dans le tableau ci-dessous revêt un intérêt communal. Il prévoit les ajustements compris dans la décision modificative numéro 2. Je ne vais pas vous lire tout le tableau, simplement au niveau des cotisations, une cotisation SPA passe de 3100 à 5100. Une cotisation syndicat départemental énergie et environnement de la Gironde, le SDEG, passe de 100 à... Ah non, là il y a un problème là. C'est ça? 5194. Excusez-moi. Pour les contingents, le parc régional des Landes de Gascogne passe de 23 000 à 31 000. Après en avoir délibéré, il est proposé au conseil municipal d'approuver les montants alloués aux lignes budgétaires relatives aux cotisations, participations et contingents tels que figurant ci-dessus. Tu veux que je donne quelques explications sur ces augmentations, peut-être, vous souhaitez? J'ai été surpris par... Alors, sur la cotisation SPA, c'est-à-dire que nous payons jusqu'à présent une cotisation de 0,40 € par habitant. Et on a reçu un courrier qui nous expliquait que la SPA, maintenant, augmentait la contribution et la passait à 0,65 € par an et par habitant, tout en nous précisant que s'il nous répercutait la totalité des frais, on serait à 0,75 par an et par habitant. Donc nous, on n'avait pas prévu cette augmentation, hein, puisque c'était pas, quand on a établi le budget, on n'avait pas l'information. Donc c'est pour ça qu'il faut abonder cette cotisation. Concernant le parc, eh bien, de la même façon, hein, le parc a augmenté sa contribution, à savoir que nous étions à 2,875 € par habitant de contribution. Et suite à une délibération au parc, ils l'ont passé à 3,875 € par habitant, donc une augmentation de 1 € par habitant. Donc ce qui nous fait, nous, une augmentation de, je ne sais plus, entre 23 000 et 31 000, ça fait donc la différence. Hein, voilà. Et quant au SDEG, en fait, l'augmentation
peut sembler importante, mais c'est parce que, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques mois, on avait pris une délibération pour souscrire un nouveau contrat auprès du SDEC sur Éco. C'est le programme adhésion au dispositif d'accompagnement à l'efficacité énergétique des bâtiments communaux, formule EcoBat. Et donc, c'est la cotisation. Et la cotisation, alors je crois qu'il y a de mémoire une part de la cotisation 2022 pour lesquelles nous n'avions pas été appelés, la cotisation 2023 et ensuite l'audit des les 6 bâtiments de la commune qui ont été audités, ce qui fait un montant de 5 194 € pour l'année 2023. Voilà. Avez-vous des questions? Oui. C'est pas une question, mais simplement une remarque. D'ailleurs, je crois que je m'en étais un peu étonné comme ça à la commission, mais elle est quand même assez forte, cette augmentation de 23 000 à 31 000, en sachant que vous ne l'avez pas précisé ce soir, mais il me semble que vous nous avez dit qu'il y aurait une seconde partie l'année prochaine. Oui. C'est ça, c'est en 2 parties. Elle a été votée par tout le... Si. Il y a une augmentation l'année prochaine. Oui, donc ça fait quand même une belle augmentation. Donc souhaitons qu'en retour, elle corresponde réellement à... Ouais, de 50 centimes l'année prochaine. Par contre, il y a une chose quand même qu'il faut savoir, c'est qu'il y a aussi une recette que le parc a été chercher, qui est quand même particulièrement importante, et que les communes ont touché, qu'on ne touchait pas jusque-là, et qui est d'un montant de 30 et... Je crois que c'est un peu plus de 30 000 € qu'on n'aurait pas eu si on n'avait pas été dans le parc. Voilà, donc globalement, le solde est encore positif en notre faveur. On l'avait déjà l'année dernière en réalité. Depuis l'année dernière, on touche alors je ne sais plus, c'est une subvention sur la biodiversité ou je ne sais plus comment ça s'appelle. Elle est à hauteur de 30 000 €. 30 000 €, ouais, voilà. Et qu'on n'avait pas avant. Donc le parc a décidé que dans la mesure où ils avaient été chercher ça pour l'ensemble des communes, les communes ont estimé, et il y a eu un vote unanime d'ailleurs sur les collectivités, de monter la somme pour que le parc puisse répondre aux enjeux de demain, quoi. Voilà. Donc globalement, il y a une recette qui est venue compenser l'augmentation. Voilà. Même si on l'aurait touché, mais il aurait fallu qu'on aille la chercher. Là, c'est eux qui ont été le faire. Ouais, après ces augmentations imposées, je regrette que pour la défense incendie, il n'y ait pas eu une évolution pour cette année, parce que l'émotion est vite tombée un an après les incendies qu'on avait vécus en 2022, et je pense qu'on aurait pu faire un effort complémentaire. Pour la défense incendie, c'est-à-dire au niveau des pompes, le SDIS, il y avait déjà eu des efforts conséquents qui ont été faits. Il y a un travail qui est en cours avec le département aujourd'hui pour voir à quel niveau ils vont appeler les collectivités. Aujourd'hui, c'est le SDIS qui reviendra vers les collectivités. Il l'a déjà fait en temps et en heure quand il y a eu besoin. Aujourd'hui, il ne l'a pas demandé. On ne va pas proposer une augmentation qui n'est pas demandée et qui est décidée par le conseil d'administration du SDIS, quoi. Donc voilà. C'est possible qu'il y en ait une dans les années à venir, mais pour l'instant, en tous les cas, ça n'a pas été demandé, quoi. Y a-t-il d'autres observations? Non. Je mets aux voix. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Une abstention. Deux. Ah oui, pardon. Ah bah très bien. Ok. Parfait. Délibération numéro 2023-80, subvention complémentaire à l'association Tai Chi Chuan du Val-de-Leyre. Et je passe la parole à Pierre. L'association Tai Chi Chuan du Val-de-Leyre a organisé... Pardon, excusez-moi. L'association Tai Chi Chuan a déjà bénéficié d'une subvention de 250 € au titre de l'exercice 2023. L'association Tai Chi Chuan du Val-de-Leyre a organisé le 14 octobre 2023 un événement handi valide. Tout au long de la journée, des ateliers de tai chi, de volleyball, de danse, ainsi que de la restauration ont été proposés aux participants à titre gracieux, pour permettre à tout ce monde de se retrouver autour de la pratique sportive. L'organisation de tels événements porte les valeurs d'inclusion, de diversité et de convivialité, valeurs correspondant à la politique notamment sportive que la commune promeut. Il est proposé au conseil municipal d'allouer une subvention complémentaire de 200 € à l'association Tai Chi Chuan du Val-de-Leyre pour l'aider à équilibrer son budget suite à l'organisation de cette journée. Après en avoir délibéré, il est proposé au conseil municipal d'octroyer la somme de 200 € à l'association Tai Chi Chuan du Val-de-Leyre,
compte 65-74, subvention de fonctionnement aux associations et autres personnes de droit privé. J'ai compris que c'était le Tai Chi Chuan. Tai Chi Chuan. Avez-vous des questions? Pas de questions. Je mets aux voix. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Délibération numéro 2023-81, provision pour créances douteuses, et je passe la parole à Françoise. Ça marche. Vu la tenue de la commission Finances-Budget le 25 septembre 2023, les titres émis par la collectivité font l'objet de poursuites contentieuses auprès des redevables en cas de non-paiement. Les sommes restant à recouvrer dans de telles circonstances sont qualifiées de créances douteuses. Dans ce cas, le Code général des collectivités territoriales, article R 2321-2, impose la constitution de provisions pour dépréciation de comptes de tiers, puisque le recouvrement des restes à recouvrer est compromis, malgré les diligences faites par le comptable public. Le risque d'irrécouvrabilité et dont le montant de la provision à constituer est estimé sur la base d'éléments d'information communiqués par le comptable public. Il est proposé au conseil municipal d'adopter une délibération générale visant, dans un premier temps, à définir le mode de calcul de la provision annuelle en validant le principe d'une proportionnalité des montants à provisionner en fonction de l'ancienneté des créances, avec une possibilité de dérogation pour des créances particulières, comme par exemple la connaissance d'une contestation devant un tribunal ou à la suite d'une procédure collective. Dans un deuxième temps, accepter le principe de reprise de provision en cas de réalisation du risque, soit à hauteur et au moment du mandatement des écritures d'admission en non-valeur ou du constat des créances éteintes, ou au contraire en cas de disparition du risque. Enfin, à acter que le montant annuel à provisionner sera adapté en fonction du solde N-1 des provisions non reprises. Après en avoir délibéré, il est proposé au conseil municipal de définir le mode de calcul suivant pour déterminer le montant de la provision annuelle. Il est proposé de retenir une méthode progressive de provisionnement, c'est-à-dire provisionner un pourcentage croissant en fonction de l'année d'émission, comme indiqué ci-dessous. 25% pour les créances de N-1, 50% celles de N-2, 75% pour celles de N-3, 100% pour celles de N-4 et antérieures. Cette méthode sera appliquée sauf pour les créances qualifiées de particulières en raison de leur montant, de leur situation de litige ou en cas de procédure collective. D'accepter le principe de reprise de provision en cas de réalisation du risque, soit à hauteur ou au moment du mandatement, des écritures d'admission en non-valeur ou du constat des créances éteintes, en cas de disparition du risque. D'acter que le montant de la provision à constituer sera adapté chaque année en fonction du solde des provisions non reprises au 31/12 N-1. Avez-vous des questions? Non, je mets aux voix. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Délibération numéro 2023-82, avis de la commune de Salles relatif au dossier de PLUIH arrêté le 4 octobre 2023. Je passe la parole à Patrick. Donc, je ne vous lirai pas les 10 premières vues et les 2 attendues, puisqu'ils concernent en fait la délibération qu'on avait prise au mois de mai suite à l'arrêt du 7 avril de la CDC. Et donc, je commencerai, vu l'arrêté modificatif du 26 juillet 2023, modifiant l'arrêté numéro 2023-0601 de Monsieur le Préfet. Vu la délibération du Conseil communautaire en date du 4 octobre 2023, le numéro 2023-1002, relative au retrait de la délibération du fameux donc 7 avril 2023, la 2023-04-03, approuvant le projet de PLUIH. Je précise PLUIH, plan local d'urbanisme intercommunal, et le H valant plan local de l'habitat. Vu la délibération du Conseil communautaire en date du 4 octobre 2023, donc la 2023-1003, relative à l'élaboration du PLUI valant PLH, approuvant le bilan de concertation et arrêtant le dossier définitif du projet. Vu les différentes pièces composant ce projet de PLUIH, vu la tenue de la Commission urbanisme et sécurité du 26 octobre 2023,
Donc il est nécessaire de retravailler le projet afin de tenir compte des récentes évolutions législatives, donc loi climat et résilience qui est sortie, SRADET, donc c'est le schéma régional d'urbanisme, le SCOT en cours d'élaboration qui est le schéma territorial d'urbanisme, et des dernières évaluations observées sur le territoire. Des erreurs cartographiques dans le dossier d'arrêt du 7 avril 2023 de nature à modifier de manière substantielle le projet de PLUiH, à savoir l'absence des espaces basés classés sur l'ensemble du document graphique, une erreur de légende sur la carte 4.2.8, ainsi qu'une erreur de couche de données utilisée pour la localisation des zones humides avérées. La prise en compte de certains avis des personnes publiques associées reçus dans le cadre de l'arrêt du PLUiH du 7 avril 2023, invitant la communauté de communes à consolider les orientations et justifications du document. Les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable ne sont pas modifiées en fait. En application de l'article 153.15 du Code de l'urbanisme, le projet arrêté est soumis pour avis aux conseils municipaux des communes membres de la CDC du Val-de-Leyre. Le projet d'arrêt du PLUiH a été transmis dans son intégralité aux 5 communes en version dématérialisée. En application des dispositions de l'article R153.5 du Code de l'urbanisme, l'avis des communes sur le projet du plan arrêté est rendu dans un délai de 3 mois à compter de l'arrêt du projet. En l'absence de réponse à l'issue de ce délai, l'avis est réputé favorable, c'est à ce titre que la commune émet un avis. L'avis de la commune intervient dans le cadre de l'article 153.15 du Code de l'urbanisme qui dispose que lorsque l'une des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale émet un avis défavorable sur les orientations d'aménagement et de programmation ou les dispositions du règlement qui la concernent directement, l'organe délibérant compétent de l'établissement public intercommunal délibère à nouveau et arrête le projet de plan local d'urbanisme à la majorité qualifiée, donc 2/3 des suffrages exprimés. Cet avis sera donc joint au dossier de PLUiH arrêté tel qu'il a été transmis à la commune en vue de l'enquête publique portant sur le projet de PLUiH avec l'ensemble des avis recueillis au titre des consultations prévues en application des articles 153.16, L153.16, 153.17 du Code de l'urbanisme, ainsi que le bilan de la concertation arrêté lors du Conseil communautaire du 4 octobre 2023. Considérant le projet d'arrêt du PLUiH de la communauté de communes du Val-de-Leyre et notamment le rapport de présentation, le projet d'aménagement et de développement durable, les orientations d'aménagement et de programmation, le règlement, les documents graphiques et les annexes. Après en avoir délibéré, il est proposé au conseil municipal d'émettre un avis favorable au projet de PLUiH. Et vous avez en note jointe les détails précis, la note d'accompagnement qui vous dit tout ce qui a été fait et modifié en fait entre le premier arrêt et le deuxième arrêt. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Pas de questions. Il a une... Dominique. Oui. Merci. Dans le cadre du PLU Salois, je suis entièrement d'accord qu'il faille corriger les erreurs cartographiques dans le dossier d'arrêt, de nature à notifier de manière substantielle le dossier de PLUiH, à savoir l'absence des espaces boisés classés sur l'ensemble du document graphique, une erreur de légende sur la carte 4.2.8, ainsi qu'une erreur de couche de données utilisées pour la localisation des zones humides avérées. Je ne sais pas si le diable se cache dans les détails, mais je m'interroge sur le fait qu'on introduise la notion de zone humide avérée dans le PLU. Une zone humide est une zone humide, dès lors qu'elle présente les caractéristiques qui lui sont dévolues. La loi sur l'eau de 1992 donne une bonne définition des zones humides. Ce sont des terrains exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre, de façon permanente ou temporaire, ou dont la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année. Les zones humides ne sont-elles pas déjà répertoriées et mesurées dans le SCOT? Et si c'est le cas, elles sont de fait avérées. Et si ce n'est plus le cas, c'est qu'il y a une faille dans l'écriture du SCOT à transférer dans le PLU. Auquel cas,
il faudrait rajouter la partie rédactionnelle qui fait défaut à l'inventaire de ces zones. Cartographie des milieux humides, périmètre, surface, destination des parcelles situées en zone humide. Quelle est l'utilité d'une zone humide? De façon basique, je dirais que cela fonctionne comme une éponge qui retient l'eau en période d'inondation ou de fortes précipitations et la restitue en période de sécheresse. Les zones humides sont aussi des biotopes à protéger. Il est nécessaire de mieux intégrer la protection de ces lieux dans des documents d'urbanisme. Depuis 1900, ce sont des chiffres de 2008 de source Ramsar, 64 à 71% des zones humides ont disparu de la planète. Cette révision est l'occasion d'introduire la notion de zones humides avérées, de nature à fragiliser la protection des zones humides. Je m'opposerai donc à cette délibération si on n'enlève pas la mention avérée. Alors, je vais te laisser t'y opposer pour une raison simple, c'est qu'on doit prendre la même délibération dans toutes les communes. Et c'est celle qu'on a prise en communauté de communes, donc je n'enlèverai pas le mot avéré. Juste pour rappeler ce que veut dire le zone humide avérée et pourquoi il y a eu un changement. C'est tout simplement que le cabinet qui nous suit avait pris une cartographie ancienne qui ne répertoriait pas justement toutes les zones humides avérées. Voilà, et donc maintenant, on a bien mis toutes les zones humides avérées qui sont inscrites dans le SCOT, c'est-à-dire qu'on a mis en cohérence les cartes du SCOT avec les cartes du PLU intercommunal. Voilà pourquoi c'est marqué avéré, justement parce qu'avant les cartographies, elles n'étaient pas avérées puisqu'elles reposaient sur des éléments qui étaient anciens et qui n'étaient pas sur les nouvelles cartes de référence. Voilà la raison de l'avéré, et l'avéré, justement, il a tout son sens ici. Deux abstentions. Ok, je vous remercie. Délibération numéro 2023-83. Convention de disponibilité des sapeurs-pompiers volontaires pour la formation et les missions opérationnelles SDIS-40. Et je passe la parole à Christian. Merci. Considérant les difficultés constantes du recrutement des sapeurs-pompiers volontaires pour les services départements d'incendie et de secours, ces derniers ont la possibilité de proposer aux employeurs une convention de disponibilité pour la formation et les missions opérationnelles. Cette convention de disponibilité est un accord tripartite entre les sapeurs-pompiers volontaires, la SDIS dont il dépend et l'employeur. Elle vise à préciser les conditions et les modalités de la disponibilité opérationnelle et de la formation du sapeur-pompier volontaire sur son temps de travail dans le respect des nécessités de service de l'employeur. Considérant la demande formulée par la SDIS des Landes pour la disponibilité d'un sapeur-pompier volontaire agent de la collectivité, considérant la volonté de la commune de soutenir ce volontariat et de renforcer l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires, en avoir délibéré, il est proposé au conseil municipal d'approuver la convention de disponibilité des sapeurs-pompiers volontaires pour la formation et les missions opérationnelles proposées par la SDIS des Landes, d'autoriser Monsieur le maire à signer cette convention et les annexes afférentes. Avez-vous des questions? Non. Je mets aux voix. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Délibération numéro 2023-84, adhésion au service national universel SNU. La parole est à Carole. Vu le Code général des collectivités territoriales, CGTC, le service national universel SNU, qui s'adresse aux jeunes âgés de 15 à 17 ans, consiste à impliquer la jeunesse dans la vie de la nation, promouvoir la notion d'engagement et favoriser un sentiment d'unité nationale autour de valeurs communes. Le service national universel est un dispositif qui vise à faire découvrir aux jeunes de nouveaux horizons,
que ce soit en termes de territoire, de personnes, d'activités ou d'engagement. Ce dispositif se décline en 3 phases, dont la dernière est facultative. Le séjour de cohésion. Les jeunes âgés de 15 à 16 ans participent pendant 2 semaines à un moment de vie collective en dehors de leur département d'origine. La mission d'intérêt général. Une association, une administration ou un corps en uniforme accueille les jeunes pour une durée minimum de 84 heures, hors temps scolaire, répartis au cours de l'année suivant le séjour de cohésion. La mission doit s'inscrire dans des thématiques telles que la défense et la mémoire, la sécurité, la solidarité, l'éducation, la culture, le sport, l'environnement et le développement durable, la citoyenneté. L'engagement volontaire, phase facultative. Chaque jeune de 16 à 25 ans peut ensuite poursuivre son engagement volontaire pour une durée de 3 mois à 1 an, selon les mêmes modalités que la mission d'intérêt général. Cet engagement peut prendre la forme d'un service civique. Il est proposé que la commune de Salles s'inscrive dans ce dispositif afin d'accueillir des jeunes qui souhaitent réaliser une mission d'intérêt général. Après en avoir délibéré, il est proposé au conseil municipal d'approuver l'adhésion de la commune de Salles au dispositif du service national universel, d'approuver l'accueil de jeunes au sein des services municipaux dans le cadre d'une mission d'intérêt général d'une durée minimum de 84 heures, d'autoriser Monsieur le maire à signer toutes les pièces nécessaires à l'accueil de jeunes dans le cadre du dispositif du service national universel. Avez-vous des questions? Oui. Tout le monde est quasiment unanime pour reconnaître que la suppression du service militaire national obligatoire en 1997 a été, avec le recul, une grave erreur. Ne revenons pas sur le passé. Alors, depuis plusieurs années, chacun cherche un palliatif pour tenter de renouer le contact des jeunes avec la nation et la citoyenneté. Il y a d'abord eu l'instauration de la journée défense et citoyenne à partir de 2002, le service militaire adapté, le SMA, le service militaire volontaire, le SMV, le service civique, institué par la loi du 10 mars 2010, et le retour au devoir civique obligatoire promis par le chef de l'État Emmanuel Macron, avec la création du service national universel, le SNU, qui prend une forme mixte entre service civique et militaire. La phase d'expérimentation a donné lieu à plusieurs rapports dont les conclusions ne sont pas suffisamment claires pour envisager, comme c'était initialement prévu, sa généralisation, en raison notamment de son coût budgétaire très important. Aujourd'hui, force est de constater que grand nombre de nos jeunes manquent de repères, que l'éducation nationale faillit aussi à ses missions premières, et que la cellule familiale ne remplit pas toujours son rôle d'éducation non plus. Alors, de ce point de vue, toute initiative qui a pour objectif de transmettre un socle républicain, de renforcer la cohésion nationale, de développer une culture de l'engagement et d'accompagner l'insertion sociale et professionnelle de nos jeunes doit être soutenue. Je suis donc favorable à la présente délibération. Toutefois, et c'est mon interrogation, le jeune volontaire qui réalisera dans notre ville une mission d'intérêt général devra nécessairement être accompagné par un tuteur bien identifié. Je vous remercie donc de bien vouloir nous préciser, car j'imagine que vous avez déjà pensé au fonctionnement du dispositif quand le cas se présentera, qui sera chargé d'assurer le suivi du jeune homme et quelles sont les missions qui pourraient lui être confiées. Merci. Donc déjà, ça dépendra du service. Pardon? Ah oui, ça peut être une jeune femme, oui, bien évidemment. Quand même, c'est une erreur, ça. C'est une erreur. Je te remercie, Christiane, de l'avoir relevé. En fait, ça dépendra du service dans lequel il sera affecté. Aujourd'hui, il y a des jeunes en service civique à la LSH. Donc, dans ces cas-là, c'est au CCAS aussi. Donc, quand c'est le CCAS, c'est la responsable du CCAS qui sera en charge de l'encadrement. Quand c'est au service jeunesse, c'est le directeur du service jeunesse qui sera tuteur. Enfin, voilà, ça dépendra des services. On va pas désigner un tuteur qui sera en charge de suivre un jeune homme ou une jeune femme en service national sur la commune. Donc, j'ai pas de nom à donner. Voilà. T'as des noms? Non, oui, non, pas plus que toi, j'ai pas plus de noms à donner. Ça dépendra vraiment d'abord parce qu'il y a des conditions de diplôme aussi. Quand vous allez être en sport, il va falloir un diplôme qui permette d'assurer le tutorat parce que c'est aussi, il y a aussi des contraintes. Mais c'est prévu par les textes, donc
globalement, ce qu'on peut dire, c'est qu'on respectera les textes en vigueur, comme on le fait toujours. Moi, c'est juste sur une reprise que vous avez dit l'éducation nationale qui a failli. Alors, l'éducation nationale en tant qu'institution, je veux bien, mais je peux vous assurer qu'aujourd'hui, le travail des enseignants, et je leur tire mon chapeau sur le sujet, n'est pas aussi simple que ça. On les ramène toujours sur des vieux préceptes. Nos jeunes ne savent plus parler français, ne savent plus compter. Enfin, on est passé à un autre monde aujourd'hui. Il va falloir arrêter de raisonner comme quand moi j'ai fait mes études ou quand moi j'étais à l'école. Je pense que si le français et le calcul, c'est vachement important, je pense que la vision du monde est aussi importante, les sciences de la vie sont aussi importantes, et il y a plein de choses comme ça qui sont aussi importantes. À force de nous ramener toujours en arrière, moi j'ai tendance à dire qu'on aurait plutôt tendance à devoir aller vers l'avenir. Et l'éducation nationale aujourd'hui, ou tout du moins ceux qui la représentent sur le terrain, que sont les enseignants, ils font un travail remarquable et qui mériterait d'être un peu plus soutenu par nos populations plutôt que d'entendre rabâcher à tout bout de champ que l'éducation nationale faillit, parce que ce n'est pas vrai. Voilà, les enseignants font ce qu'ils peuvent avec les moyens qui sont les leurs, avec une inégalité totale de l'éducation nationale aujourd'hui qui est laissée à la libre, on va dire, à ce que les communes peuvent donner. Et on voit bien que quand on veut mettre une éducation nationale sur un territoire, soit c'est une politique d'État qui est donnée, ou c'est une politique régionale qui est donnée. Dans ces cas-là, il y a de l'incohérence de territoire. Aujourd'hui, ici, il suffit juste de regarder le territoire. Entre ce que peut donner Arcachon, une école, et ce que peut donner Salles, on ne sera pas sur le même niveau de budget, donc on n'aura pas les mêmes enseignements, donc on n'aura pas les mêmes sorties scolaires, donc on n'aura pas les mêmes équipements. Voilà, et ça, c'est une véritable inégalité territoriale et sur l'ensemble du territoire. Et je ne parle pas des zones rurales que peuvent être la Lozère, la Creuse ou d'autres choses comme ça, où les communes rurales sont épongées comme on peut l'être au niveau budget et qui ne peuvent pas donner ce qui devrait donner une éducation nationale. Donc non, l'éducation nationale ne faillit pas, l'éducation nationale faire ce qu'elle peut, au moins pour ses enseignants. Maintenant, la politique de l'éducation nationale, c'est autre chose. Et là, je vous rejoindrai sur la politique globale de l'éducation nationale qui relève de l'État, voilà, qui ne donne pas les moyens à ses enseignants. Mais ça, il y aura un long débat à avoir sur le sujet. Mais je crois que tout le monde est d'accord. Vous parlez des enseignants, mais c'est la même chose pour nos policiers, pour nos infirmières. Je crois qu'on pourrait tenir le même discours. C'est un système qui va mal. Non, mais là, ce que vous avez dit, c'est l'éducation nationale faillit. Non, oui, mais l'éducation nationale, c'est le système, c'est le mammouth. Hein. C'est pas il n'est jamais question d'hommes et de femmes qui accomplissent leur mission. Je serais provocateur, je dirais que c'est le capitalisme depuis plusieurs années qui va mal. Trop de capitalisme tue le On va s'engager dans un débat qui n'a rien à voir ici. Dans un débat, voilà. Je suis tout à fait soutenir avec vous. À l'exemple des USA, on peut tout privatiser et continuer de privatiser. Maintenant, regardons les USA, on les aura dans 10 ans ou dans 15 ans ou dans 20 ans. Mais continuons à trouver. Je ne dis pas qu'il ne faut pas privatiser. Ça n'a rien à voir. Non, ça n'a rien à voir. On a un État qui est obèse, qui a 3100 millions de dettes. Voilà, le débat, il est infini. Voilà, sur ce, je clôture ce conseil municipal et je vous souhaite à tous une bonne soirée. Clôture pas. On va voter la délibération. Y a-t-il des oppositions à cette délibération? Des abstentions? Des oppositions? Je vous remercie. Et je clôt le conseil.